Bonjour mes amis, nous allons parler d'une maladie neurologique chronique d'origine auto-immune qui évolue par poussée. Cette maladie n'est pas contagieuse ni héréditaire, rarement mortelle. La sclérose en plaques est imprévisible et variable d'une personne à l'autre. Personnes dont 700 enfants en France et plus ou moins 6000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La sclérose en plaques touche majoritairement les jeunes adultes entre 20 et 40 ans et les femmes sont plus concernées que les hommes. La sclérose en plaques est la première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes selon l'INSERM. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba, c'est gratuit, et aimer la vidéo. Une maladie auto-immune chronique qui attaque le cerveau, la moelle épinière et le nerf. L'ensemble constitue ce qu'on appelle le système nerveux central. Autrement dit, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire ou système de défense censé ou impliqué dans la lutte contre le virus et bactéries dysfonctionne, s'emballe et se dérègle, avec une augmentation des cellules pro-inflammatoires et une diminution des cellules anti-inflammatoires et attaque ou mange la myéline. La myéline qui est une gaine qui joue un rôle important dans la protection des fibres nerveuses ainsi que dans la propagation de l'influx nerveux du cerveau aux différentes parties du corps. Le cerveau est un ensemble de neurones et tissus. Et pour que l'information ou message aille vite d'un neurone à l'autre neurone, les axones, qui sont le prolongement ou le fil conducteur d'un influx nerveux, sont protégés par une gaine blanche appelée myéline. Et le rôle de myéline est de protéger, isoler le fibre nerveux et accélérer la transmission de messages ou l'influx nerveux du cerveau le long de la moelle épinière et dans toutes les parties du corps. Et cette gaine, la myéline, est comparable à la gaine en caoutchouc qui entoure le fil électrique ou les câbles électriques, qui joue aussi un rôle d'isolant et de protecteur. Ainsi, dans la sclérose en plaques, on parle de réaction auto-immune quand les cellules immunitaires ou les systèmes immunitaires s'attaquent, abîment, au fur et à mesure, détruisent directement la gaine de myéline, en la considérant comme étrangère du corps. Dit autrement, comme dans toutes les maladies auto-immunes, les systèmes de défense censés protéger la personne, ici le patient, d'agressions extérieures, microbes, virus, se retournent contre ses propres cellules et les attaquent pour des raisons encore mal connues. Dans la sclérose en plaques, ces plaques ou ces phénomènes entraînent des lésions dispersées dans le système nerveux central appelées plaques. Ces lésions sont le siège d'une inflammation qui entraîne une perte de myéline nommée démyélinisation, d'où l'altération de la transmission de signaux électriques entre le cerveau et le reste du corps. Et selon la localisation des atteintes, la maladie entraîne des perturbations motrices, sensitives, cognitives, visuelles ou encore sphinctériennes. La sclérose en plaques a été décrite pour la première fois en 1868 par un neurologue français, Jean-Marc Charcot. La cause exacte de la maladie n'est pas encore connue à ce jour. On parle alors des facteurs favorisants. Selon les chercheurs, entre autres l'INSERM, la sclérose en plaques résulte d'une interaction entre les facteurs génétiques et les facteurs d'environnement, pas encore clairement identifiés. Dans les facteurs environnementaux, on note les facteurs climatiques, en particulier les niveaux d'ensoleillement. La sclérose en plaques touche plus les femmes des pays du Nord. Il est alors pensé au manque de soleil ou d'ensoleillement, qui influe négativement sur le taux de vitamine D, selon une étude américaine publiée en 2006, relayée par Dépêche. Cependant, il n'est pas prouvé qu'un apport supplémentaire en vitamine D diminue le risque de développer la maladie. Et parmi les facteurs de risque, il y a le polluant respiratoire, il y a le tabagisme, actif ou passif, au cours de l'enfance. Il y a l'obésité,
il y a l'infection sur le virus Epstein-Barr, tel que mononucléose EBV. Néanmoins, aucun mécanisme expliquant comment ces facteurs participent au développement de la maladie n'a été identifié à ce jour. Par rapport à certains vaccins et la sclérose en plaques, les autorités sanitaires réaffirment après de nombreuses études pour évaluer la sécurité de la vaccination contre l'hépatite B et la vaccination contre les infections à papillomavirus, l'absence de lien de causalité entre ces vaccins dans la survenue de la sclérose en plaques. Pour établir un diagnostic définitif de la sclérose en plaques, le médecin spécialiste, ici le neurologue, doit être sûr ou convaincu qu'il y a une atteinte de la myéline à des endroits différents. Dit autrement, une seule poussée ne suffit pas pour poser un diagnostic. Il faut plus ou moins avoir subi 2 poussées ou plus. Pour cela, certains examens complémentaires peuvent aider à établir le diagnostic, notamment l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui permet aux neurologues de bien visualiser les lésions présentes dans le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, et de repérer des régions cérébrales atteintes par l'inflammation. Certains praticiens demandent la ponction lombaire à la recherche de signes d'inflammation dans le liquide céphalorachidien. En général, les symptômes surviennent tôt entre 20 et 30 ans et varient beaucoup d'une personne à l'autre et se modifient aussi au cours de la vie chez une même personne. Selon la zone du cerveau ou de la moelle épinière touchée par les lésions isolées ou associées. Dit autrement, la sclérose en plaques peut débuter par des signes très variés selon la localisation de plaques de démyélinisation. Il peut s'agir d'une baisse de vision d'un œil. Selon l'âge, l'atteinte du nerf optique peut être observée, donc une névrite optique, responsable d'une baisse de vision à type de flou, parfois associée à des douleurs, parfois présence d'une vision double ou diplopie peuvent apparaître. La maladie peut aussi toucher les régions qui coordonnent l'équilibre, la motricité, bref, en fonction du siège, donc de la localisation des lésions. Ici, on peut avoir les troubles moteurs liés à la faiblesse musculaire qui peuvent toucher le membre supérieur ou le membre inférieur, réduisant ainsi la possibilité de marche. On peut avoir aussi des troubles de la sensibilité du genre engourdissement, fourmillement, douleur, sensation de décharge électrique dans un membre ou dans le dos, picotement, etc. Nous pouvons aussi avoir des troubles de l'équilibre et de la coordination ou de vertige. On observe aussi des troubles urinaires et sexuels. Il y a aussi présence chez certains patients de troubles cognitifs avec difficulté d'attention, de concentration, de mémoire. Et enfin, il y a une extrême fatigue due au processus inflammatoire. La prise en charge globale de la sclérose en plaques est pluridisciplinaire, permettant les échanges en toute confiance entre médecins, infirmières, kinés, ergothérapeutes, orthophonistes et l'entourage familial ou association de malades. Quant au traitement, il n'existe pas encore de traitement pour guérir la sclérose en plaques. Dit autrement, aucun traitement ne guérit la sclérose en plaques aujourd'hui. Néanmoins, certains traitements peuvent aider à ralentir la progression de la maladie, à soulager les symptômes et à améliorer le quotidien des malades, notamment les corticoïdes. Il y a des traitements qui agissent sur la durée et à la gravité des poussées. Il y a ceux qui réduisent la gêne quotidienne en traitant les symptômes et le traitement dit de fond qui agissent plutôt sur le système immunitaire.
Une poussée de la sclérose en plaques, c'est une période durant laquelle le patient atteint de la sclérose en plaques connaît de nouveaux symptômes, un ou plusieurs signes neurologiques, survenant pendant plus ou moins 24 heures et en absence de fièvre. L'écart entre les poussées de la sclérose en plaques est très variable d'une personne à l'autre, et une poussée peut durer plusieurs jours, comme plusieurs semaines, voire plusieurs années. Il est pensé que plusieurs facteurs pourraient favoriser une poussée de la sclérose en plaques. Cela peut être des infections, type grippe ou ORL, un stress de grande intensité, divorce, perte d'un proche, perte d'emploi, etc. A contrario, pendant la grossesse, il est rare que la femme atteinte de la sclérose en plaques fasse une poussée. Dans la sclérose en plaques, il existe deux formes. D'abord, la forme à pousser dite phase rémitante, qui représente ou touche 80% des cas, apparaît dès le début de la maladie, vers l'âge de 20 à 40 ans. Cette forme se caractérise par des successions de poussées et de rémissions. Lors des poussées, on observe une poussée des symptômes qui va durer quelques jours, voire quelques semaines souvent, associée à une fatigue extrême et qui va régresser ou disparaître. Dit autrement, en dehors des poussées inflammatoires, la myéline se réforme en partie autour de fibres, ce qui entraîne une partielle, voire complète régression des symptômes. Cependant, dans le cas de démyélinisation répétée et prolongée, l'influx nerveux peut être ralenti ou bloqué, ce qui entraîne alors une incapacité permanente, voire un handicap ou une paralysie. Par ailleurs, les rémissions sont plus ou moins longues. Les premières années de récupération après chaque poussée est plus souvent complète. De ce fait, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années entre les deux poussées. Tandis que la deuxième forme, ou la phase progressive, qui ne représente que 10 à 15% des cas, la maladie survient après l'âge de 40 ans et touche autant de femmes que les hommes. Cette phase correspond à une aggravation lente et continue des symptômes neurologiques, sans poussée ni rémission. Et son début est difficile à préciser selon l'association de recherche sur la sclérose en plaques. Dans cette phase, le patient ne souffre pas de poussée, mais le handicap prend place et progresse dans certains cas rapidement ou à l'inverse, lentement. Aujourd'hui, il n'existe aucun moyen de prévenir la sclérose en plaques, car son évolution est imprévisible et chaque cas est unique. Néanmoins, il existe des solutions pour réduire la survenue des poussées et des troubles fonctionnels liés à la sclérose en plaques. Aujourd'hui, être atteint de la sclérose en plaques n'est plus synonyme de chaise roulante ou fauteuil roulant, grâce au progrès thérapeutique. De ce fait, la sclérose en plaques n'est pas une maladie mortelle ni contagieuse. Avoir une sclérose en plaques n'empêche pas d'avoir des projets d'avenir, de mener une vie familiale, sociale et professionnelle. Cependant, il est possible d'éviter certains facteurs de risque, tels que le tabagisme, actif ou passif, chez l'adolescent et jeune adulte. Favoriser les sorties en plein air, profiter du soleil, prendre les compléments en vitamine D, bien se reposer, éviter le stress, bien que la fatigue fasse partie de ce qu'on appelle handicap invisible. Il faut avoir une activité physique régulière. La maladie chronique a une influence psychologique et sociale sur la personne atteinte. Soyez bien entouré avec une équipe pluridisciplinaire, la famille, et faites-vous aider s'il faut par les associations de malades. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tétéla que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.